Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous fait tomber, mais vos habitudes du matin, que ce n'est pas le temps qui vous affaiblit, mais votre routine silencieuse, jour après jour, sans que vous ne vous en rendiez compte. Je suis médecin. J'ai exercé pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on quitte le cabinet qu'on cesse de voir, d'observer, de comprendre. Car quand on a vu défiler des milliers de patients, quand on a accompagné des familles, des vieillesses, des corps usés, on apprend à lire la santé autrement. Et parfois, les leçons les plus importantes ne viennent pas des livres de médecine, mais d'un matin comme les autres. C'était l'hiver, un matin banal en apparence. Je me suis réveillé, comme chaque jour, le même lit, le même corps, pensais-je. Mais en posant les pieds au sol, quelque chose m'a échappé, littéralement. Mes jambes ont tremblé, pas à cause du froid, pas à cause d'un vertige, une faiblesse nue, inattendue, comme si mes genoux ne m'appartenaient plus. J'ai dû m'asseoir, reprendre mon souffle, poser mes mains sur mes cuisses pour ne pas tomber. À cet instant précis, une vérité m'a frappé de plein fouet. Ce n'est pas l'âge qui nous vole nos jambes, ce sont nos habitudes invisibles, celles qu'on répète tous les jours sans jamais se demander si elles nous aident ou si elles nous détruisent à petit feu. Vieillir, ce n'est pas un effondrement soudain, c'est un effritement lent, insidieux. On perd d'abord l'élan, ensuite l'équilibre, puis le goût de se lever, de marcher, de sortir. On ne tombe pas du jour au lendemain. On s'abandonne peu à peu, en silence, sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'un matin, il faille s'agripper au mur pour traverser le couloir. J'ai vu cela des centaines de fois, d'abord chez les autres, puis un jour chez moi. Ce qui m'a le plus choqué, ce n'est pas cette faiblesse musculaire soudaine, c'est l'idée que j'aurais pu l'éviter. Moi, médecin, je n'avais pas vu venir le piège du confort. S'asseoir trop, bouger peu, manger ce qu'on pense être équilibré, alors que c'est simplement vide. Je le dis sans détour. Nos jambes vieillissent non pas parce que nous avons 70 ou 80 ans, mais parce que nous avons oublié de les nourrir et de les faire vivre. C'est cruel à dire, mais c'est vrai. J'ai vu des patients de 85 ans monter les escaliers avec souplesse et d'autres de 62 ans marcher comme s'ils avaient 100 ans. La différence? Pas l'ADN, pas la chance, juste quelques gestes quotidiens. Une banane, un yaourt, un œuf, et une volonté chaque matin de ne pas s'abandonner. Mais cela, je ne l'ai compris qu'après. Après la peur, après la colère, après cette sensation de fragilité humiliante, de ne plus pouvoir compter sur ses propres jambes. Et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Non pas pour faire la leçon, mais pour partager. Car si un médecin comme moi a pu se laisser glisser, alors qu'en est-il de vous, de vos proches, de vos parents, de vos grands-parents? Il ne s'agit pas d'une fatalité, il s'agit de conscience. Je vous invite à écouter cette série de vidéos non pas comme un simple conseil santé, mais comme un retour à l'essentiel. Pas besoin de médicaments miracles, ni de traitements coûteux. Juste une prise de conscience et des gestes simples que nous avons oubliés. Car ce n'est pas notre corps qui nous trahit, c'est nous qui avons cessé de l'écouter. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Une question simple mais fondamentale. Selon vous, qu'est-ce qui affaiblit le plus nos jambes en vieillissant? A. Le manque d'exercice physique. B. Une alimentation apparemment équilibrée, mais silencieusement carencée. Dites-moi en commentaire si vous pensez que c'est la réponse A ou B. Votre choix en dira beaucoup sur votre manière de voir votre santé. Et vous verrez, dans la suite de cette série, que parfois, la bonne réponse n'est pas celle qu'on croyait. Alors, que choisissez-vous, A ou B? Écrivez-le ci-dessous. À la retraite, certes, mais toujours médecin. Et avec les années, j'ai compris une chose que l'on n'enseigne dans aucune faculté. La santé, la vraie, ne commence pas dans une ordonnance, mais dans une cuisine. Ce que l'on met dans son assiette chaque jour, avec régularité, simplicité et conscience, façonne notre corps autant que nos souvenirs d'enfance. Et pourtant, nous avons oublié cela. Nous croyons qu'il faut des traitements sophistiqués pour retrouver la force de marcher ou le plaisir de dormir d'un trait. Mais dans ma propre quête de rétablissement, après cette matinée de faiblesse que je vous ai racontée, c'est un fruit banal, un pot de yaourt et un œuf qui m'ont ramené à la vérité. Je me souviens encore du jour où j'ai recommencé à regarder une banane autrement.
C'était dans un article scientifique qui parlait du rôle du potassium et du magnésium dans le maintien de la masse musculaire chez les personnes âgées. Deux minéraux essentiels, deux éléments que l'on perd progressivement avec l'âge sans s'en rendre compte, et deux trésors que l'on trouve dans une simple banane. Cette banane que j'achetais autrefois uniquement pour mes petits-enfants, en pensant que c'était un fruit rapide ou pratique, est devenue pour moi un allié du quotidien. Je ne suis pas du genre à grignoter, et pourtant, j'ai pris l'habitude chaque matin de manger une banane mûre après un verre d'eau tiède. J'ai ajouté doucement un yaourt nature sans sucre, puis j'ai observé, non pas en tant que scientifique, mais en tant qu'homme, et j'ai vu revenir des sensations oubliées, la légèreté au lever, la disparition des crampes nocturnes, la stabilité retrouvée dans les escaliers. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie. Le potassium de la banane aide à réguler les contractions musculaires. Le magnésium détend le système nerveux. Et la vitamine B6, abondante dans ce fruit, améliore le sommeil profond. Tout cela est connu. Mais ce qu'il est moins, c'est la puissance de la régularité. Ce n'est pas en mangeant une banane par hasard que l'on change son corps. C'est en créant un rituel, un acte de soin quotidien envers soi-même. Et puis, il y a le yaourt. Un aliment que beaucoup de personnes âgées craignent à cause des troubles digestifs. Je les comprends. On m'a souvent dit je digère mal le lait, docteur. Mais le yaourt, surtout s'il est nature et non pasteurisé à haute température, contient des ferments vivants. Ces probiotiques, comme on les appelle, sont comme des jardiniers du ventre. Ils nettoient, rééquilibrent et surtout améliorent l'absorption des nutriments. Et cela, à mon âge, c'est essentiel. Car ce que l'on mange n'est utile que si le corps parvient à l'assimiler. Je me souviens de Thérèse, une ancienne professeure de lettres qui habite à Marseille. Elle souffrait de douleurs articulaires, se réveillait 3 fois par nuit et pensait que tout cela était normal. Elle évitait les produits laitiers depuis des années. Un jour, je lui ai tendu un petit pot de yaourt nature, fait maison, en lui disant simplement « Essayez après le déjeuner ». Un seul, chaque jour, et observez. 3 semaines plus tard, elle m'a appelé. Sa voix était différente, plus assurée. Elle m'a dit « Je dors, André, je dors vraiment, et mes genoux me laissent enfin tranquille ». Et puis il y a Bernard, mon ami d'enfance. Ancien menuisier, robuste autrefois, vidé aujourd'hui. Il n'avait plus de force dans les cuisses. Monter un trottoir était devenu une épreuve. On lui avait parlé de sarcopénie, ce mot froid qui désigne la perte musculaire liée à l'âge. Je lui ai parlé, moi, d'un œuf. Pas un médicament, pas un complément. Un œuf dur chaque matin, rien d'autre. Pourquoi? Parce que l'œuf contient les 9 acides aminés essentiels. Ce sont les briques de nos muscles. Et l'organisme, surtout celui qui vieillit, n'a plus la même capacité à les fabriquer seul. Mais dans l'œuf, tout y est. C'est une matrice complète, naturelle, digestible. Bernard a souri. Il croyait que je plaisantais. Un œuf, c'est ce que je donnais à mon chien, a-t-il ri. Mais il a essayé. Et au bout de 15 jours, il m'a confié qu'il se levait plus facilement. 1 mois plus tard, il reprenait ses promenades dans le vieux parc des Buttes-Chaumont, à Paris. Pas vite, mais avec envie. Voilà la vérité que je veux vous partager aujourd'hui. Il ne s'agit pas de recettes miracles. Il s'agit de redonner du sens aux gestes les plus simples. Une banane, un yaourt, un œuf. 3 aliments que l'on trouve dans n'importe quel supermarché pour quelques euros. Et pourtant, dans ces 3-là, se cachent des dizaines de micronutriments que ni les pilules ni les super-aliments à la mode ne remplacent vraiment. Mais surtout, il y a un message plus profond. Quand on commence à prendre soin de son petit déjeuner, on envoie un message clair à son corps. On lui dit « Je suis encore là, je ne t'abandonne pas, je veux marcher, vivre, respirer, profiter ». Et le corps, croyez-moi, répond toujours. Il n'a pas besoin de discours. Il a besoin de régularité, de douceur et de respect. C'est ce que j'ai redécouvert à travers mon propre chemin. Et si vous êtes encore là à lire ces lignes, je crois que vous aussi, quelque part, vous avez cette envie de reprendre contact avec votre force. Pas la force de courir un marathon, mais celle de monter vos escaliers sans peur, de marcher au marché sans avoir besoin de vous asseoir tous les 10 mètres. Celle de vivre, tout simplement. Je vous invite à commencer demain. Pas lundi, pas le mois prochain. Demain, une banane, un yaourt nature, un œuf dur.
et de l'attention. C'est ainsi que l'on transforme un petit déjeuner en première pierre d'un corps qui se réveille et d'une vie qui repart. Je le resterai jusqu'à mon dernier souffle. Même à la retraite, je continue d'observer, d'écouter, de comprendre. Il y a une chose que j'ai apprise au fil des décennies, ce n'est pas le médicament qui soigne le plus profondément, c'est le mouvement. Oui, le simple fait de bouger. Et pourtant, c'est aussi ce que l'on perd en premier avec l'âge. Pas parce que le corps refuse, mais parce qu'on lui en donne de moins en moins l'occasion. Après ma prise de conscience personnelle, ce matin-là où mes jambes ont tremblé, j'ai changé mes habitudes alimentaires, comme je vous l'ai déjà raconté. Mais il me manquait encore quelque chose. J'avais repris un peu d'énergie, mais mon corps ne retrouvait pas cette fluidité, cette coordination que j'avais connue dans mes jeunes années. Il y avait toujours cette gêne à chaque levée, cette hésitation au moment de monter une marche, cette peur sourde de tomber. Un soir, je me suis assis seul, dans le silence de mon salon, et j'ai regardé mes jambes. Je les ai vraiment regardées, comme un médecin regarde un patient qu'il aime. Je me suis posé cette question simple. Et si elles n'étaient pas faibles, mais juste oubliées? Alors, j'ai décidé de les réveiller. Pas avec des machines, pas avec des salles de sport modernes, mais avec ce que j'avais sous la main. Une chaise, un mur, un peu de volonté, et un corps qui demandait seulement qu'on lui fasse confiance. J'ai commencé par me lever, m'asseoir, me relever, ce geste si anodin, et j'ai compris dès les premières tentatives que ce n'était pas si simple. Mes cuisses tremblaient, mes genoux protestaient, mais j'ai continué, chaque jour, lentement, 6 fois, puis 8, puis 10. Au bout de 2 semaines, je pouvais me lever sans poser les mains sur les accoudoirs. J'avais gagné quelque chose de précieux, une autonomie invisible. Ensuite, j'ai ajouté un exercice que j'ai baptisé pour moi-même « saluer le matin ». Je me tenais près de la table, je montais sur la pointe des pieds, puis je redescendais. 15 fois, chaque matin. Ce petit mouvement, si discret, m'a permis de redonner du tonus à mes mollets, de rétablir la circulation. Mes jambes se sont réchauffées de l'intérieur. J'ai senti le sang courir plus librement. Les sensations sont revenues, comme une rivière qu'on a débarrassée de ses barrages. Puis j'ai intégré ce que j'appelle le rappel du genou. Debout, je pliais un genou vers l'arrière, comme pour ramener le talon vers la fesse. Je tenais 3 secondes, je relâchais, je changeais de jambe. Cet exercice m'a aidé à retrouver de la souplesse. À chaque mouvement, j'imaginais mes muscles se reconstituer. Je ne dis pas qu'ils sont redevenus jeunes, mais ils ont recommencé à me répondre. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai réalisé que je tenais mieux debout. Mon dos était plus droit, mes appuis plus stables. Alors j'ai poursuivi. J'ai posé une main sur le mur et j'ai fait un pas de côté. Puis un autre. Lever la jambe sur le côté, lentement comme une danse invisible. Cela paraît insignifiant, mais c'est cet exercice qui m'a redonné de l'équilibre. J'ai compris que les hanches sont les fondations de notre stabilité, et nous les négligeons trop souvent. Enfin, j'ai terminé chaque séance par une marche douce sur place. Pas besoin de sortir. Je restais dans le salon, parfois en chaussettes, parfois pieds nus. Je levais les genoux un à un, je bougeais les bras doucement, 3 minutes, puis 5, puis 10. Je mettais une musique douce, une valse ou un air classique, et pendant ce temps, je sentais mon corps se réconcilier avec lui-même. Pas de performance, juste de la présence. Tous ces exercices, je les ai pratiqués sans chercher la perfection. Ce n'est pas l'intensité qui compte, c'est la régularité. Ce n'est pas la force brute, c'est la conscience. En tant que médecin, j'ai vu trop de gens se blesser à vouloir trop bien faire, trop vite. Ce que je propose ici, c'est une renaissance lente, un réveil corporel adapté à notre âge, à nos besoins, à notre dignité. Et puis, il y a eu les autres. J'ai commencé à parler de mes exercices au groupe de retraités de la mairie. Certains m'ont écouté, d'autres ont haussé les épaules. Mais une dame, Monique, m'a dit « Je croyais que j'étais condamné à rester sur mon fauteuil, mais vous m'avez donné envie de me lever. » Une semaine plus tard, elle m'a écrit « J'ai fait vos exercices. Je ne suis plus la même. Je me sens à nouveau dans mon corps. » Ce que je veux vous dire, c'est que le mouvement est un médicament silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne laisse pas de traces chimiques, mais il réveille ce qui est endormi depuis trop longtemps. Nos jambes ne sont pas vieilles, elles sont
souvent juste délaissées. Elles n'ont pas besoin de miracles. Elles ont besoin de respect, de gestes simples et d'une attention quotidienne. Je ne vous demande pas de devenir des athlètes. Je vous invite à vous réapproprier votre verticalité. Car marcher sans douleur, se lever sans effort, traverser une pièce sans appréhension, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. Et ce droit, vous pouvez le reconquérir. Commencez demain, une chaise, une marche lente, un souffle profond. Et dites à votre corps, je suis là, je n'ai pas fini. Car tant qu'on bouge, on vit. Et tant qu'on vit, il est encore temps de marcher à nouveau, la tête haute, les jambes solides et le cœur léger. Je peux vous dire qu'après 40 ans d'exercice, ce ne sont pas toujours les grandes maladies qui détruisent le corps, mais les petites erreurs qu'on laisse s'installer, par habitude, par confort ou par ignorance. Ces erreurs ne crient pas, ne saignent pas, mais elles rongent lentement ce qui nous reste de mobilité, d'équilibre, de liberté. Elles sont dans notre cuisine, dans nos gestes du quotidien, dans notre façon de conserver, de cuire, de combiner les aliments. Et personne ne nous a jamais vraiment appris à les reconnaître. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ma propre fragilité, à cette faiblesse dans les jambes que je refusais de banaliser, j'ai d'abord cru qu'il suffisait de mieux manger, de bouger un peu plus. Mais plus j'avançais, plus je comprenais que certaines douleurs chroniques, certaines fatigues inexpliquées, certaines sensations de jambes lourdes ou instables ne venaient pas d'un manque, mais d'un trop-plein de ce qui est mal fait, mal conservé, mal digéré. Un après-midi, j'ai ouvert mon réfrigérateur. C'était une journée ordinaire. Mais dans ce simple geste, j'ai vu un désordre que je n'avais jamais vraiment interrogé. Des tomates molles, des oignons dans un sachet plastique, une barquette de viande à demi ouverte, un morceau de poisson cuit laissé sans couvercle. Et là, j'ai compris. Le danger ne vient pas seulement de ce que nous mangeons, mais de la manière dont nous gardons nos aliments vivants ou morts. Prenez les tomates. Leur peau fine ne supporte pas le froid. Les mettre au réfrigérateur, c'est détruire leurs antioxydants naturels et altérer leur structure cellulaire. Ce qui reste, ce n'est plus un aliment vivant, mais une enveloppe vidée de ses bienfaits. On croit bien faire, mais à force de préserver, on désactive. On tue ce qui pourrait nous nourrir. Et que dire des pommes de terre? Je me souviens d'un patient, Michel, 68 ans, ancien cuisinier, qui souffrait de lourdeurs digestives et de troubles hépatiques légers. On avait cherché 1000 causes, jusqu'à ce que je lui demande « Comment conservez-vous vos pommes de terre ?» Il me répondit fièrement « Au frigo, comme tout le monde. » Et c'était là le problème. Le froid transforme l'amidon des pommes de terre en sucre réducteur. Et une fois cuites, surtout si elles sont rissolées, cela produit de l'acrylamide, une molécule neurotoxique et cancérigène bien connue. Ce n'est pas un poison foudroyant. Mais goutte après goutte, cela fatigue le foie, irrite les intestins, trouble l'équilibre interne. Et dans ce déséquilibre, les muscles, les nerfs, les articulations souffrent en silence. Je pourrais vous parler aussi des oignons et de l'ail que beaucoup laissent entiers dans le bac à légumes. Ce sont des éponges naturelles. Dans un espace clos, froid et humide, ils deviennent le terrain idéal pour les moisissures invisibles. Et certaines d'entre elles, comme les aflatoxines, sont parmi les plus toxiques connues, attaquant le foie, sans bruit, sans alerte, jusqu'au jour où il est trop tard. Et puis, il y a la banane, ce fruit si précieux dont je vous ai vanté les bienfaits et que tant de gens continuent de mettre au réfrigérateur. À basse température, la peau noircit, la chair fermente et des composés irritants peuvent se former. Vous croyez manger une banane fraîche, mais elle devient en réalité une source de ballonnement, de troubles digestifs, de fatigue nerveuse. Et quand l'intestin va mal, tout le reste du corps ralentit, vacille, chancelle. Je me souviens encore de cette fois où ma femme s'est plainte d'un malaise diffus après un simple repas de légumes. Rien d'inhabituel à première vue. Mais en ouvrant le frigo, j'ai vu ces concombres qu'elle gardait depuis 5 jours, un peu fripés, encore croquants en apparence. Ce sont les plus dangereux, car ils contiennent plus de 95% d'eau. Et cette eau, dans le froid, se fragmente en microfissures invisibles à l'œil nu. C'est par ces fissures que les bactéries entrent, lentement, systématiquement. Et lorsqu'on les mange crus, non lavés de nouveau, non pelés, on avale des milliers de micro-organismes qui n'ont rien à faire là.
L'intestin proteste. Le système immunitaire se dérègle et cela, encore une fois, se traduit souvent par des jambes faibles, des articulations douloureuses, un corps fatigué. Il faut aussi parler de la cuisson, car même si l'on conserve bien, on peut tout gâcher au moment de cuire. Je suis coupable moi aussi. Pendant des années, j'ai gardé la même huile dans la poêle. Elle sent bon, elle n'a pas noirci, me disais-je. Quelle erreur! À la deuxième chauffe, une huile se transforme. Elle produit des radicaux libres, des composés instables qui encrassent nos cellules, surtout celles du foie et du système nerveux. Et ce sont ces surcharges que nos jambes doivent ensuite compenser, en portant un organisme lent, alourdi, en lutte constante. Je ne dis pas cela pour alarmer, je le dis pour éveiller. Nous avons été trop longtemps aveugles à ce que notre propre cuisine produit comme micro-agressions quotidiennes. Un oignon moisi, une barquette de viande laissée ouverte, une casserole rayée, une cuisson trop dorée, trop croustillante. Et jour après jour, c'est notre santé qui devient croustillante, elle aussi, fragile, cassante. Mais le plus important, c'est que tout cela peut changer. Il suffit d'un regard neuf, d'un réveil intérieur, d'un choix. Aujourd'hui, je nettoie mon réfrigérateur chaque semaine. Je ne garde rien plus de 2 jours. Je cuisine à feu doux, je privilégie la vapeur, le four, les plats en sauce lente. Et surtout, je garde à l'esprit que chaque aliment que je touche peut être soit un soin, soit un poison. Ce n'est pas son apparence qui compte, c'est la manière dont je le respecte. Je vous invite à faire le tour de votre cuisine ce soir, à regarder non pas avec vos yeux, mais avec votre bienveillance. À vous poser cette question, est-ce que ce que je garde ici construit mon corps ou l'affaiblit sans que je le voie? Car ce que nous mangeons devient notre force, et ce que nous négligeons devient notre faiblesse. Dans les silences que laisse la vieillesse, j'ai appris à écouter non seulement les plaintes du corps, mais aussi les soupirs de l'âme. Car ce que nous appelons souvent vieillissement n'est pas seulement une affaire de biologie, c'est une affaire de renoncement. J'ai vu tant de visages s'éteindre bien avant que le cœur ne cesse de battre. Non parce que la maladie les avait pris, mais parce qu'ils avaient perdu ce qui donne un sens aux gestes du quotidien. La liberté de se mouvoir, d'être encore maître de soi-même. Je me souviens d'un patient, Henri, 69 ans, ancien facteur, autrefois infatigable. Il m'a dit un jour, les yeux embués, « Ce qui me manque, docteur, ce n'est pas de courir, c'est de pouvoir aller chercher mon pain sans avoir peur de tomber. » Et cette phrase m'a bouleversé. Elle résume ce que beaucoup n'osent pas dire. Nous ne cherchons pas à redevenir jeunes. Nous voulons juste vieillir debout, sans être prisonniers de notre propre corps. Quand on commence à perdre ses jambes, ce n'est pas seulement la mobilité qui disparaît. C'est un monde entier qui se rétrécit. Le salon devient l'horizon. L'entrée de l'immeuble devient une frontière. Et l'idée même de sortir devient une épreuve logistique, mentale, existentielle. Et pourtant, au fond de chacun de nous, le désir de se lever reste intact. Je l'ai expérimenté moi-même, après cette période où mes jambes me semblaient étrangères. J'avais retrouvé de l'énergie, de la force musculaire, une meilleure alimentation, une attention à mes gestes. Mais le plus grand changement ne venait pas de mes cellules. Il venait d'un endroit plus profond. Un matin, je me suis surpris à ouvrir mes volets avec l'envie de sortir, non pas par obligation, mais par élan intérieur. J'avais retrouvé un fil avec la vie, un souffle. J'ai compris ce jour-là que ce que je croyais être une réadaptation physique était en réalité une reconquête existentielle. C'est cela que j'appelle vieillir debout. Ce n'est pas marcher vite, ni même loin. C'est pouvoir traverser sa maison sans se tenir au mur. C'est pouvoir monter une marche sans l'anticiper comme une montagne. C'est pouvoir aller au marché, saluer un voisin, porter un sac de légumes et revenir sans trembler de fatigue. C'est aussi se lever d'un fauteuil sans demander d'aide, se laver seul, préparer un repas avec confiance. Tous ces gestes simples, quand ils reviennent, ce sont des victoires discrètes mais profondes. Et elles ne dépendent pas de la chance. Elles ne tombent pas du ciel. Elles naissent du choix de ne pas abandonner. C'est là que tout commence. Un choix. Celui de dire « je mérite encore de vivre dans mon corps ». Celui de dire « je refuse d'être un poids, je peux encore être acteur de ma propre vie ». Je pense à Claire, ma voisine, 68 ans, veuve depuis 5 ans.
Longtemps, je ne l'ai vue que derrière sa fenêtre. Et puis un jour, elle m'a demandé si je voulais bien lui montrer mes exercices, ceux dont j'avais parlé à la maison de quartier. Elle les a faits, tous les matins, sans exception. 3 mois plus tard, elle est revenue du marché seule, avec son cabas, et elle m'a regardé droit dans les yeux. C'est la première fois depuis longtemps que je n'ai pas eu peur de croiser une marche. Et dans ses yeux, il y avait de la fierté. Je pense aussi à Bernard, cet ami menuisier dont je vous ai parlé. Ce jour où je l'ai vu s'asseoir sur son banc au parc, là où il venait chaque matin avant sa chute, j'ai compris que l'homme était de retour. Pas le même, mais debout, présent, serein. C'est cela que je veux transmettre, cette possibilité de redevenir soi. Car le corps vieillit, c'est vrai, mais le courage de se relever ne vieillit jamais. Et il suffit parfois d'une parole, d'un regard, d'une méthode simple, d'une écoute, pour qu'une personne décide enfin de ne plus se laisser glisser. Je vous le dis avec toute mon expérience, il n'est jamais trop tard. Ni à 60, ni à 75, ni même à 90 ans. J'ai vu des femmes reprendre le jardinage à 82 ans. Des hommes recommencer à faire le marché à pied à 85 ans. Et dans tous ces cas, ce n'était pas le corps qui avait changé en premier. C'était la décision. La décision de ne pas céder à la fatigue. De ne pas accepter que la chute devienne un destin. La décision de dire « je me lève et je continuerai de le faire tant que mon souffle me le permet ». Aujourd'hui encore, chaque matin, je me lève tôt. Je fais mes gestes, je mange mon œuf, ma banane, je bois mon verre d'eau tiède, je fais mes mouvements. Mais surtout, je me parle avec douceur. Je me dis, ce corps m'a tant donné. Il m'a porté, il m'a soigné, il m'a trahi parfois, mais je l'aime. Et je vais l'aider à m'aimer encore. Et vous, que dites-vous à votre corps le matin? L'accusez-vous de vous ralentir? Ou lui dites-vous, merci de me porter encore. Allons marcher un peu ensemble. Car vieillir debout, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Et ce droit, il se réclame chaque jour dans le silence d'une chambre, dans la lumière d'une cuisine, dans le souffle court d'un effort qu'on croyait perdu, mais qui revient toujours quand on l'appelle avec patience. Après toutes ces années passées au chevet des autres, puis face à mes propres limites, j'ai compris que le véritable drame du vieillissement, ce n'est pas la perte de la force, mais la perte de la confiance. On commence à douter de ses jambes, de ses gestes, puis de soi-même. Et dans ce doute, on abandonne peu à peu. On abandonne le pas de plus, la sortie au coin de la rue, la marche vers le marché. Et c'est là que le vieillissement devient une prison. Non pas parce que le corps est incapable, mais parce qu'il n'est plus invité à essayer. Mais ce que cette période de ma vie m'a aussi enseigné, c'est que le corps, même abîmé, même ralenti, reste une machine de vie extraordinaire, capable de renaissance, de surprise, de résilience, si on sait lui parler avec patience et lui offrir les bons gestes. Une banane bien mûre, un œuf chaque matin, un peu de mouvement, des étirements simples, un repas préparé avec soin, ces choses modestes deviennent des clés. Des clés vers la liberté intérieure, vers une autonomie retrouvée. Il ne s'agit pas d'éviter la vieillesse, mais d'y entrer en conscience, avec dignité, avec un regard tendre sur soi-même. Chaque ride est une mémoire, chaque muscle qui répond encore est un miracle. Et même quand les douleurs persistent, même quand la fatigue s'installe, il reste toujours une part de nous, volontaire, courageuse, qui demande à continuer d'exister pleinement. Je vois trop de personnes âgées qui baissent les bras parce qu'on leur a dit que c'est normal de ne plus pouvoir. Mais ce que je vous dis ici, ce n'est pas une promesse de jeunesse éternelle. C'est un rappel de votre droit à rester debout. Debout dans votre corps, debout dans votre tête, debout dans votre dignité. Et si vous êtes encore en train de lire ces lignes, c'est que vous aussi, quelque part, vous avez cette volonté. Vous avez cette graine. Il ne vous reste qu'à l'arroser chaque jour avec des gestes simples et elle poussera. La grande leçon de tout cela, c'est que le corps ne trahit jamais sans prévenir. Il parle doucement, il envoie des signes. Et si l'on sait l'écouter, on peut toujours revenir vers lui, même après des années d'oubli. Alors prenez soin de vous. Pas demain. Pas lundi prochain. Aujourd'hui. Leçon à retenir. Ce n'est pas la force physique qui nous quitte en premier, c'est la conscience de notre pouvoir d'agir. Et cette conscience, on peut la raviver chaque jour par de petites décisions, en traitant notre corps avec respect, attention et amour.
Ne cherchez pas à tout changer. Commencez par un pas, puis un autre. Le corps suivra. Petite question pour vous. Quelle est, selon vous, la première chose à changer pour mieux vieillir? A. L'alimentation quotidienne. B. Les habitudes de mouvement. Partagez votre réponse en commentaire. Cela aidera d'autres personnes à réfléchir, à s'inspirer et à se sentir moins seuls sur ce chemin. Si cette série de récits et de conseils vous a apporté un peu de clarté, d'émotion ou simplement de réconfort, je vous invite avec beaucoup d'humilité à vous abonner à cette chaîne. Cela me donne la force de continuer, malgré l'âge, à enregistrer, à écrire, à transmettre. Et si vous en avez la possibilité, même un petit don ou un café virtuel via le lien en description est une forme de soutien immense pour moi. Je ne cherche pas à faire fortune. Je cherche à offrir ce que je sais avant que le temps ne me le reprenne. Et chaque geste de votre part est une lumière qui m'encourage à continuer. Merci d'être là. Et surtout, restez debout.